Les extraordinaires, ce sont des femmes, des hommes, des inconnus anonymes que vous croisez tous les jours dans votre quotidien. Ils ne font pas la couverture des magazines et pourtant, parce qu'on peut tous faire bouger les lignes et changer les mentalités, ensemble pour construire un monde plus humaniste, bienveillant et inclusif, où chacun peut trouver sa place et donner du sens au collectif. Alors, bienvenue dans l'entreprise du 21e siècle. Je m'appelle Lubna Melian, je suis leader égalité pluralité chez OnePoint. Aujourd'hui, j'ai rendez-vous avec Nina Franiat, jeune doctorante en psychologie cognitive. C'est parti. Parce qu'on juge une femme sur sa cuisine, c'est ça? Vous mériteriez vraiment d'être blanc. J'ai jamais pu saquer les gouines. Je suis bien d'accord avec la grosse. Pour ce nouveau numéro, une fois n'est pas coutume, je vous propose d'aller à la rencontre d'une collègue, Nina Franiat, doctorante en psychologie cognitive qui incarne la curiosité intellectuelle sous sa forme la plus éclatante. Après une formation scientifique au lycée, elle a tracé un parcours atypique, alliant lettres, mathématiques et sciences cognitives. Elle cultive depuis son plus jeune âge un intérêt prononcé pour les mécanismes de la pensée humaine. Ses parents la décrivent comme une jeune fille contemplative, avide de comprendre le monde qui l'entoure. Après 2 années passées en classe préparatoire où elle s'est immergée dans un savant mélange de lettres, de mathématiques et d'éco-sociaux, Nina a entrepris un parcours singulier. Elle intègre une école d'ingénieurs spécialisée en cognitique, une discipline hybride mêlant sciences cognitives et informatique. C'est au cours de ses stages de master, effectués au sein de l'entreprise OnePoint dans le pôle R&D, que Nina découvre sa véritable vocation. En travaillant sur la gestion du stress chez les sportifs de haut niveau, elle prend conscience du potentiel de la recherche pour impacter positivement la société. Cette expérience marque un tournant dans sa carrière, elle élabore son propre sujet de thèse sur le raisonnement humain et cognitif, démontrant ainsi son aptitude à explorer des territoires académiques novateurs. Polyvalente et dynamique, Nina Franiat incarne une nouvelle génération de chercheuses résolument tournées vers l'avenir. Bonjour Nina. Bonjour Lubna. Alors, ma première question, j'ai envie de te dire, c'est comment on passe d'un domaine à un autre avec autant d'aisance? Est-ce qu'il y a un élément déclencheur éventuellement qui t'a poussé à explorer des domaines de recherche peu connus du grand public? C'est une bonne question que je me pose encore parfois aujourd'hui. Comment on passe avec autant d'aisance? On n'y passe pas avec autant d'aisance que ça. Oui, rassure-nous, c'est plus complexe que ça. Évident ni naturel. Moi, j'étais en lettres et j'avais envie de comprendre le fonctionnement humain. Et les lettres, ça aide, mais il me fallait d'autres matières. J'avais cette curiosité d'aller voir d'autres choses. Et c'est pour ça que je me suis tournée vers les sciences cognitives, parce que c'est un savant mélange, comme tu l'as bien dit dans ton intro, de différentes matières, de psychologie, mais pas que, de neurosciences, d'informatique. Et c'est aussi ce que je retrouve ici chez OnePoint. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer ou nous décrire ton processus justement pour identifier et définir des sujets de recherche? Est-ce qu'il y a des critères spécifiques lorsque tu te poses pour choisir ton sujet? Ouais. Alors à l'origine, quand j'ai commencé à définir ce qui est mon sujet de thèse aujourd'hui, c'est parti d'un travail quand j'étais en école d'ingénieur sur les biais algorithmiques, donc les biais dans les machines intelligentes. Et en fait, ça m'a donné envie de m'intéresser aux biais cognitifs, les biais chez les humains, de comprendre comment on raisonnait, pourquoi on se trompait, qu'est-ce qui expliquait plein de phénomènes sociétaux, les stéréotypes, on va en parler après, mais... Non, juste peut-être nous rappeler ton sujet de thèse pour que tout le monde comprenne de quoi on parle. Bien sûr. Moi, je travaille sur le raisonnement humain et les biais cognitifs, et particulièrement sur comment et pourquoi on se trompe, et comment on peut faire en sorte de ne plus se tromper par la suite. D'accord. Et ça t'est venu comment cette idée de travailler sur ces fameux biais parce qu'on en parle beaucoup, mais depuis peu. Mais c'est ce que tu me disais quand on a préparé l'émission, c'est que il y a peu de chercheurs en réalité sur ce sujet aussi. Bah, ça m'est venu pour ça parce qu'on en parlait beaucoup. Moi, je commençais à m'y intéresser dans mes études et en fait, il n'y avait pas forcément énormément de contenu scientifique et j'avais envie de pousser cette partie-là qui m'intéressait et de faire des recherches théoriques et fondamentales sur ce sujet. Alors justement, les biais cognitifs, ils sont souvent évoqués, peu compris. Est-ce que tu pourrais nous donner une définition, une explication accessible de ce concept et surtout nous montrer comment ça peut se manifester au quotidien? Bien sûr. Alors pour comprendre les biais cognitifs, il faut comprendre la théorie qu'il y a derrière dans le raisonnement. Très brièvement, on a 2 manières de raisonner. D'accord. Une manière très intuitive qui est rapide de l'ordre du réflexe, qui s'appelle souvent le système 1, et une manière beaucoup plus lente et beaucoup plus coûteuse en termes d'énergie, mais qui permet de résoudre des problèmes plus complexes, qu'on appelle le système 2.
Donc en fait, ce que tu expliques, c'est que quand on a une décision à prendre, on le fait assez instinctivement. On ne prend pas véritablement le temps de réfléchir. Exactement, Ok. sauf dans des contextes où c'est des décisions très importantes, Oui. où tu as besoin d'allouer des ressources. Mais au quotidien, de manière générale, tu le fais sur la base de système 1, Ok. qui a récupéré tout ton apprentissage, ton vécu, et tu t'en rends pas forcément compte. Ok. Et c'est plutôt utile au quotidien d'avoir... Parce qu'on parle beaucoup de ces fameux biais cognitifs qui seraient dangereux, Ouais. mais en réalité, à 90%, ils sont plutôt utiles parce que ça nous permet de prendre des décisions rapides et de ne pas se mettre en danger. Exactement. Dans une grande majorité de cas, c'est très utile d'avoir ces raccourcis de pensée parce que ça nous permet de raisonner de manière assez rapide en économisant de l'énergie. Et si on n'avait pas ça, on ne pourrait pas prendre des décisions et je pense qu'on n'aurait pas survécu jusqu'à aujourd'hui, tout simplement. Seulement, dans certains contextes très particuliers, ils peuvent amener à des biais cognitifs qui peuvent être discriminants, qui peuvent être négatifs, qui peuvent avoir des conséquences assez néfastes. Mais c'est certains contextes et c'est pas tous. Et tu aurais un petit exemple à nous Ouais, donner? bien sûr. Alors, par exemple, quand on prend l'exemple des stéréotypes, puisque c'est un peu notre sujet aussi Oui, du jour, oui. on a tendance à faire des raccourcis de pensée dans lesquels on va assimiler un groupe avec un attribut. Typiquement, si on prend l'exemple des filles et des femmes, on va dire les filles sont mauvaises en maths ou les femmes sont mauvaises en maths. Et on va créer un stéréotype qui peut être dangereux, qui peut être discriminant, qui peut avoir un vrai impact dans la société. En revanche, dans d'autres cas, si on prend l'autre penchant, ce stéréotype, il va pouvoir nous être utile parce que ça va nous permettre de nous adapter face à quelqu'un qu'on ne connaît pas en un regard, de dire, bah lui, il est bien habillé, il a un costard-cravate, il va falloir que je m'exprime un peu mieux que si je croise quelqu'un en tongs au supermarché, tu vois. Tu nous expliquais justement comment ces biais se manifestent dans la vie quotidienne, mais il me semble qu'il existe justement d'autres manifestations de ces biais. Est-ce que tu pourrais nous en dire un petit peu plus? Bien sûr, un exemple qui est assez connu, qu'on utilise régulièrement pour expliquer ça, c'est ce qu'on appelle la prophétie autoréalisatrice. D'accord. En règle générale, quand on parle de stéréotypes, pour les membres d'un groupe qui sont visés par un stéréotype, il y a une Ouais. certaine pression de confirmer ce stéréotype, ce qu'on n'a pas du tout envie de faire. Par exemple, les femmes sont mauvaises en maths, Ouais, on ce n'a que pas tu du tout disais envie tout à l'heure, d'être ouais. mauvaise en maths. Ouais. Mais ce stéréotype-là, il nous pèse un petit peu. Et en fait, pour réussir à faire une bonne performance, il va d'abord falloir qu'on le surpasse pour ensuite s'atteler à la tâche. Alors que les gens, si tu veux, qui n'ont pas ce stéréotype-là, ils peuvent s'atteler directement à la tâche en question. Alors en fait, c'est plus compliqué d'être meilleur en maths quand on est une fille parce que déjà on part du point de départ, on nous a expliqué que c'était pas possible. Exactement, Et avec des il faut- compétences égales, bien sûr, avec n'importe quel autre être humain, homme ou pas. Mais il y a ce stéréotype à surpasser. Et on peut faire comment alors? Eh ben, il y a différentes manières de faire. La première, on parle toujours de la même chose, mais c'est la sensibilisation. Ouais. C'est d'expliquer que en fait, c'est pas parce que T'es ça une peut fille, paraître oui. évident, mais Oui. que t'es une fille ou que t'es une femme, que t'es moins bonne en maths. Mais tu vois, il y a des chercheurs qui ont fait des expériences. Ouais. Ils ont donné une tâche à faire à 2 groupes différents, qui était de reproduire une forme géométrique. Dans le premier groupe, ils leur ont dit que c'était un exercice de maths, et dans le deuxième groupe, ils leur ont dit que c'était un exercice de dessin. Ok. En fait, c'était la même tâche, évidemment, dans les 2 groupes. Dans le groupe où on a dit que c'était un exercice de maths, les garçons ont beaucoup mieux réussi que les filles. Dans le groupe où on a dit que c'était un exercice de dessin, les filles ont beaucoup mieux réussi que les garçons. C'est dingue. Alors qu'on fait appel à la même compétence sur le même exercice. Donc les biais ont vraiment... c'est un point de blocage. En tout Ouais. cas, ça peut être un point de blocage. Ça te montre le conditionnement dans lequel aussi on grandit, mais ça c'est des questions culturelles, économiques et pas que cognitives, bien sûr, mais qui fait que pour le surpasser, il y a aussi cette question d'avoir conscience que c'est pas une question de compétence, mais c'est vraiment une question de perception D'accord. de la tâche que tu as à faire. Et que si on donne confiance, par exemple, aux filles avec les exercices de maths et qu'on leur explique qu'évidemment, c'est pas parce qu'elles sont des femmes qu'elles n'y arriveront pas, peut-être qu'on peut se dire qu'on va faire évoluer les pratiques et changer ces stéréotypes-là aussi. En tout cas, elles en sont complètement capables et l'exercice Bien que entendu. tu viens de décrire, c'est assez révélateur. Et ça fait du bien de l'entendre parce Ouais. que je pense que ça va rassurer certains parents. Bien sûr. Ou peut-être motiver d'autres parents à expliquer à leur fille que c'est complètement possible. Que c'est pas inaccessible et que c'est pas une question de compétences, mais bien de ce qui entoure ça. Et tu vois, cette prophétie-là, je parlais des filles et des maths, c'est un exemple qui est assez connu, mais elle se fait aussi avec toutes les questions d'intelligence sur les classes sociales plus défavorisées, sur les minorités ethniques. Il y a des énormes stéréotypes là-dessus qui sont durs pour les personnes qui sont touchées à surpasser parce que c'est ce que la société met sur leur tête. Donc il faut déjà braver ce stéréotype-là avant de faire ses preuves comme tous les autres. Quelque part, tu pars de plus loin. Ouais, tu pars avec un handicap en réalité. Exactement.
qui évidemment peut être surpassé, et on le voit au quotidien dans plein d'exemples concrets de la vie réelle. Mais Et c'est dingue, on parle plus des biais que de cette prophétie, comment tu disais, pardon? Prophétie autoréalisatrice. C'est ça, prophétie autoréalisatrice. Ouais, les biais, c'est un mot qui fait beaucoup parler, mais en fait, quand tu l'appliques à certaines situations concrètes, la prophétie autoréalisatrice, ça peut être une forme de biais. Enfin, on parle de menace du stéréotype parfois, mais en fait, c'est des raccourcis de pensée qu'on fait sur des groupes de personnes. C'est qu'on va attribuer un même trait à un énorme groupe sans prendre en compte le fait qu'à l'intérieur d'un groupe de personnes, les femmes, les minorités ethniques, certaines classes sociales, il y a de l'hétérogénéité, il y a des différences au niveau de ces groupes-là. Mais ce qui est intéressant dans ce que tu dis, c'est qu'en fait, il y a aussi une part de responsabilité individuelle. Il y a ce que la société fait porter sur toi et il y a ta capacité à essayer de passer outre, ce qui est compliqué, mais de l'expliquer, je trouve que ça te permet d'en prendre conscience et donc sûrement d'arriver à passer ce cap. Complètement. Il y a un exercice à faire sur soi aussi, et c'est pour ça qu'on dit que la sensibilisation, c'est important, parce que les biais cognitifs, on en a tous, et si on n'en a pas conscience, on passe jamais à l'action. Mais le fait d'expliquer justement comment ça fonctionne, après, c'est à toi aussi de te dire, j'ai des stéréotypes, c'est normal, ça me permet de m'adapter, mais parfois, il faut que je me questionne. Il faut que j'aille confronter mon point de vue avec d'autres gens. Si je suis une femme, et peut-être avec d'autres hommes qui ne travaillent pas dans le même métier que moi, qui ont un cursus différent, qui viennent d'une classe sociale différente, parce que c'est des gens qui ont une perception différente de la mienne et qui va peut-être me faire me rendre compte qu'au quotidien, j'ai, dans certains cas, une pensée biaisée, tu vois. Donc, le brassage, le mélange, tout ça, en fait, la mixité, c'est essentiel en réalité. Ouais, exactement. Au-delà d'être juste des valeurs d'engagement qu'on peut avoir et auxquelles c'est important d'avoir ses convictions, c'est aussi une façon de permettre à chacune et chacun de sortir de ces fameux stéréotypes, de ces biais, et donner le maximum de ces compétences qui sont en réalité, qui sont présentes. C'est ce qui te permet aussi, par exemple, de sortir de ce qu'on appelle le biais de confirmation, qui est assez connu aussi, qui est la tendance à vouloir toujours valider ses propres points de vue sans aller chercher des informations contrefactuelles. Ouais, tout à fait. Tu vois, tu as une idée en tête, typiquement, tu poses une question dans Google, tu t'attends à une réponse, et si la réponse n'est pas celle à laquelle tu t'attendais, tu vas pas aller lire pourquoi c'est pas la réponse à laquelle tu t'attendais. C'est vrai, je fais ça moi aussi parfois. On le fait tous. Tu changes la question, tu modifies la question jusqu'à trouver ce que tu veux lire. Et ça, c'est un biais aussi. Et ça, c'est un biais de confirmation. D'accord. Mais on en a tous, et encore une fois, dans plein de situations, c'est hyper utile. C'est juste que le fait, pour revenir à la question de la mixité, de parler de tes idées, de tes questionnements à d'autres personnes qui sont pas de ton groupe, qui sont différentes, qui peuvent avoir un point de vue différent, ça peut permettre parfois de contrer ce biais-là. Parce qu'ils ont une autre idée, parce que tu es obligé de les écouter, et parce que ça va t'apporter des briques pour construire aussi ton raisonnement au quotidien. Extrêmement intéressant. Et aujourd'hui, on a, et c'est pour ça un peu notre échange, les entreprises s'y intéressent de plus en plus. Comment t'expliques cet intérêt soudain pour la question des biais cognitifs de la part des entreprises, beaucoup des entreprises privées, après que la science ou que des jeunes femmes comme toi puissent faire des recherches, ça me paraît tout à fait normal, mais en quoi les entreprises, elles ont tout intérêt à s'interroger sur ces histoires de biais cognitifs? Ouais, c'est vrai, c'est un sujet qui grandit dans les entreprises privées, et c'est hyper intéressant pour nous parce que ça nous permet d'appliquer aussi nos connaissances à un vrai contexte réel. Pourquoi elles s'intéressent à ça? Je pense pour diverses raisons. Déjà pour toutes les raisons de diversité et d'inclusion dans les entreprises. On parlait des stéréotypes. Les biais, ça peut mener à des échanges entre collègues, entre supérieurs, dans des groupes de travail qui peuvent être discriminants. Ça peut mener à des discriminations à l'embauche, par exemple aussi. Et c'est bien pour les entreprises comme pour les gens qui les composent d'en avoir conscience pour éviter quand c'est possible d'avoir des comportements discriminants. Ensuite, il y a une autre partie qui est aussi dans les entreprises plutôt orientées digitales comme OnePoint sur l'informatique, l'intelligence artificielle, tous les biais qu'on peut retrouver dans les algorithmes. Justement, j'allais te poser la question parce qu'on en parle aussi des fameux biais algorithmiques. Donc ça, c'est l'IA. Est-ce que tu veux justement nous développer tout ça? Parce que c'est vrai qu'il y a la technologie se développe, mais elle a aussi comme elle est développée par des êtres humains, il y a forcément ces biais qu'on peut retrouver éventuellement dans l'IA.
Exactement. Les biais algorithmiques, c'est un gros sujet qui est en train de se développer. On n'a pas encore toute la compréhension sur comment ils émergent, mais ce qu'on sait, c'est qu'il y a une partie qui peut être statistique et il y a une partie qui peut être humaine. D'accord. En fait, les gens qui vont développer les algorithmes, naturellement, parce qu'on en a tous des biais cognitifs, vont incarner leurs propres biais dans les systèmes qu'ils développent. Donc typiquement, si je peux te donner un exemple, Ouais. on prend une grande entreprise du digital qui crée un algorithme d'intelligence artificielle pour recruter des personnes. Et en fait, il se trouve que dans la base de données, il y a une erreur, il y a quasiment que des hommes. Et que du coup, cette IA, quand elle recrute des profils, elle discrimine systématiquement les femmes. Parce qu'elle, Dingue. ce qu'elle a compris, c'est que si tu n'étais pas un homme, tu remplissais pas les critères pour rentrer dans l'entreprise. Et ça, d'où ça vient? Ça vient de plein de biais statistiques, mais aussi du fait que les personnes qui ont créé ces Oui. IA-là sont majoritairement des hommes d'un certain âge, d'une même ethnie, et que du coup, nécessairement, il y a des choses qu'ils ne peuvent pas prendre en compte et qu'ils incarnent leur propre biais dans les systèmes qu'ils développent. Donc aujourd'hui, si on n'est pas vigilant, l'IA, elle peut créer des formes de discrimination liées à ton genre, mais aussi à tes origines. Ouais, complètement. Lié à ton genre, donc homme-femme, à tes origines. Il y a plein de problèmes avec les minorités ethniques, par exemple, qui ne sont pas reconnues par des systèmes intelligents. Il y a des problèmes très importants encore avec, par exemple, les différentes couleurs de peau. Il y a des IA qui savent reconnaître des personnes avec la peau de couleur claire, mais qui ne savent pas reconnaître des D'accord, personnes ok. avec la peau de couleur plus foncée. Ça, c'est un réel problème, Bah, oui. évidemment, au quotidien. Et pour travailler là-dessus, il y a pas mal de méthodes différentes, mais la première idée, ça serait peut-être de favoriser la mixité dans les équipes, que ça soit pas les personnes avec des mêmes profils qui développent des IA, qu'on puisse confronter un peu les différentes origines, les différentes langues parlées, les différents genres dans une équipe, quoi. Et tu disais qu'il y avait donc les biais algorithmiques, ils étaient humains, mais il y avait une autre... Il y a une partie technique C'est ça, tu disais. statistique, ouais, qui peut arriver aussi. Alors tu peux expliquer, parce que j'ai Ouais. j'ai pas saisi ce que tu voulais dire par Par exemple, statistique. quand tu développes un algorithme, tu lui donnes des données en entrée. D'accord. Et si ces données, elles sont pas représentatives de ce qui se passe dans la société, dans ce que tu veux représenter, il peut y avoir des biais. On parle parfois de variables omises. Quand tu oublies, par exemple, de mettre des profils féminins dans l'IA pour lui faire comprendre qu'une femme qui se présente, c'est pas un élément perturbateur, D'accord. tu as un problème de données en entrée. Ok. Et donc, ce que l'IA va ressortir, c'est tout simplement ce que toi, tu lui as donné. Alors, il y a une partie cognitive et il y a une partie technique où tu as oublié de mettre des données représentatives. Alors, face à ces défis, c'est quoi la stratégie ou les solutions que tu peux préconiser pour contrer ces fameux biais cognitifs et algorithmiques? Est-ce qu'il existe une approche scientifique que tu pourrais nous recommander? Qu'est-ce qu'on peut faire? Ouais, c'est une très bonne question qu'on se pose encore aujourd'hui. Il n'y a pas de solution magique aux biais cognitifs, tout simplement parce que déjà, c'est pas voulu de les supprimer complètement. Comme on le disait au début de l'émission, dans plein de situations différentes, ils sont hyper utiles. Mais dans les contextes où ils peuvent être néfastes, on sait que déjà la sensibilisation, même si ça paraît assez évident, mais comprendre comment ils émergent, dans quel cas précis on les rencontre et comment on peut les contourner quand c'est possible, c'est déjà énorme. Donc il y a beaucoup ce travail de vulgarisation, de sensibilisation, et c'est ce qu'on fait d'ailleurs dans plein de formations dans les entreprises. Il y a une deuxième partie, c'est qu'on peut concevoir aussi des interventions. Par D'accord. exemple, sur ce qu'on appelle la métacognition, c'est-à-dire la connaissance de comment fonctionne ton propre cerveau. Ok. C'est assez lié à la sensibilisation, mais pour essayer de réduire ces inégalités-là, pour essayer de réduire tous les comportements discriminants. Quand tu expliques aux gens comment leur cerveau fonctionne, en règle générale, on observe une baisse des comportements discriminants. D'accord. Et comment il fonctionne leur cerveau? Il y a toutes ces théories du raisonnement dont je te parlais tout Ouais. à l'heure, donc cette manière de prendre rapidement des décisions. Il y a toute la partie sur la métacognition, qui est donc comment tu vas planifier dans le temps, dans l'espace, comment tu vas gérer tes ressources Ok. cognitives, comment tu apprends, par exemple. Ok. Il y a des formations dans mon laboratoire qui sont dispensées sur apprendre à apprendre. D'accord. Comprendre quelle stratégie tu utilises au quotidien pour réfléchir, pour échanger avec tes collègues, pour t'adapter au monde qui t'entoure. Et en fait, quand tu as cette compréhension un peu plus fine là de comment tu fonctionnes, normalement, tu arrives à prendre du recul et à pouvoir justement jouer sur ces mécanismes cognitifs qui peuvent être pervers dans certaines situations.
Alors, je sais que pour toi, on n'est qu'au début de ces recherches. Hein. Tu es une jeune doctorante. Est-ce que c'est quoi tes perspectives là justement de recherche pour l'avenir? Comment tu envisages pardon, l'évolution de ton travail et éventuellement son impact dans les années à venir? Ouais, c'est une bonne question. Pour le moment, effectivement, je suis encore en thèse, donc je continue ces travaux sur les biais au quotidien. Par la suite, un axe qu'on aimerait pousser, parce qu'on en entend aussi beaucoup parler en ce moment, c'est tout ce qui est question des biais dans l'environnement. Ouais. Et en fait, la question derrière ça, c'est aujourd'hui, on est tous conscients qu'il y a une crise climatique, qu'il y a une urgence à agir, et même les plus conscients d'entre nous ne passent pas forcément à l'action. C'est difficile de changer en fait, c'est un vrai débat. Moi j'y suis sensible, mais parfois je me dis mais non, tu peux pas continuer à faire à agir de cette sorte, de telle sorte, alors que la conscience elle est très 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 présente. Ouais, exactement, tu l'as bien résumé, il y a une vraie résistance au changement, mais pourquoi? Mais oui, alors il y a plein de raisons sociétales que je pourrais pas expliquer du point de vue de la psychologie, mais nous ce qu'on cherche à faire c'est quelles sont les barrières mentales qui t'empêchent de passer à l'action. Et en fait, il y a pas mal de littérature sur le sujet, il y a beaucoup de mécanismes cognitifs justement qui font qu'on ne va pas forcément s'engager, qu'on va avoir tendance à rester dans notre situation. On parle parfois, par exemple, de biais de statu quo, de ne pas changer parce que ça nous fait peur, parce que... c'est réconfortant de rester dans sa zone de confort. Exactement, il y a un risque à modifier nos comportements aussi et qu'on ne le prend pas toujours. Donc, dans l'avenir, une des pistes qui serait intéressante, ça serait justement d'aller creuser ces aspects-là, de qu'est-ce qui nous bloque à passer à l'action et comment on fait pour pousser les gens et nous pousser nous-mêmes parce que on fait aussi partie de ces gens-là à être plus en accord peut-être avec nos valeurs et avec l'urgence actuelle. C'est un beau programme, j'espère qu'on aura l'occasion d'en reparler. J'espère aussi. Parce que c'est vrai que c'est un sujet auquel on est toutes et tous sensibles, mais pour lequel c'est vrai que c'est pas évident de changer. On sait bien qu'il faut arrêter de surconsommer, qu'on va plus pouvoir voyager de la même manière. Donc rendez-vous est pris. Affaire à suivre. En tout cas, merci Nina d'avoir pris ce moment avec nous. Merci à toi, Lubna. Hâte de venir t'entendre nous raconter ces fameux biais cognitifs sur les aspects environnementaux. À très bientôt. Moi aussi, à bientôt. Un sarrasin! Parce qu'on juge une femme sur sa cuisine, c'est ça? Vous mériteriez vraiment d'être blanc. J'ai jamais pu saquer les Gwyn. Je suis bien d'accord avec la grosse. Viens là, Tarlouse. Pas de bras, pas de chocolat. Moi là-bas, je suis pas quelqu'un de foncièrement raciste. Ok, bon boulard.